Bienvenue. Les marchés ont connu une semaine pour le moins étrange. On peut le dire, oui. D'un côté, on a la fin du plus long shutdown de l'histoire américaine, donc tout le monde semble vouloir rattraper le temps perdu. Et de l'autre, cette volatilité ambiante qui nous rappelle que la fête peut s'arrêter à tout moment. Une ambiance de « on danse, mais on garde un œil sur la sortie de secours ». C'est exactement ça. Alors, pour décortiquer tout ça, on a la newsletter de Rafax Finance de ce week-end. On va aussi s'appuyer sur quelques-uns de ses articles de fond. Un bon programme. L'objectif, c'est d'extraire le signal du bruit, de comprendre les vraies dynamiques de la semaine et d'en tirer des leçons concrètes. Le tout avec le regard assez direct, parfois mordant, de l'auteur. Surtout que la newsletter commence par une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. On peut le dire. On plonge directement avec le plat de résistance, l'arnaque de la décennie, le cas Omega Pro. Ah oui. C'est une histoire complètement folle. La promesse affichée était hallucinante, des rendements allant jusqu'à 300% en 16 mois. Rien que ça. Le tout grâce à de prétendus robots de trading forex ultra performants. Déjà là, tous les voyants devraient être au rouge écarlate. Bah oui. Obtenir 300% en si peu de temps, c'est du domaine de la science-fiction financière. Les plus grands investisseurs peinent à maintenir 20% par an sur la durée. C'est une loi mathématique en fait. Tout à fait. Un tel rendement implique un risque qui frôle les 5% de perte. Et la réalité était encore plus simple et plus sordide. Les sources sont claires, il n'y a jamais eu de robot. Jamais. C'était un schéma de Ponzi des plus classiques. L'argent des nouveaux entrants servait à payer les gains des anciens. Une pyramide, quoi. Sauf que l'échelle est vertigineuse. Oui, on parle de plus de 2 millions de victimes dans une centaine de pays. Et pour le préjudice, on estime entre 650 millions et 4 milliards de dollars. Ça donne le tournis. Ce qui est fascinant et glaçant, c'est de voir à quel point les mécanismes de manipulation étaient sophistiqués. Ce n'est pas une petite arnaque de quartier. Pas du tout. L'auteur décrit un marketing d'une efficacité redoutable. Il faut imaginer des conventions fastueuses à Dubaï, avec le logo d'Omega Pro projeté sur le Burj Khalifa. Sur la plus haute tour du monde ? Voilà, c'est une mise en scène conçue pour écraser le doute par une démonstration de puissance, de richesse. C'est terrifiant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une question de bêtise, mais de manipulation de biais cognitifs très profonds. Exactement. Et le coup de génie, si on peut dire, c'est d'avoir utilisé le biais d'autorité à son paroxysme. Avec les footballeurs ? Oui, en recrutant des légendes d'écaille, Ronaldinho, Luis Figo, Roberto Carlos, une vingtaine de stars. La newsletter cite une victime qui a perdu 18 000 €. Et elle dit « Comment était-ce censé être une arnaque si même les footballeurs étaient impliqués ?» Et voilà, tout est dit. C'est l'argument qui désarme toute méfiance. C'est ça. C'est un cas d'école. La célébrité agit comme un court-circuit pour le jugement critique. On se fie à la réputation de la personne, pas à la solidité du projet. Et ce qui est troublant aussi, c'est l'impuissance de la régulation. Ah oui. L'AMF, le gendarme boursier français, avait mis Omega Pro sur sa liste noire dès août 2020, mais l'escroquerie a continué à prospérer pendant 2 ans. Preuve que ces avertissements ont du mal à atteindre le grand public, malheureusement. Bon, heureusement, la justice finit par se mettre en marche. Un peu tard, mais... Oui. Un des fondateurs a été arrêté en Turquie, il vivait sous une fausse identité. 2 autres ont été inculpés aux États-Unis pour fraude et blanchissement. Ils risquent jusqu'à 40 ans de prison. Quand même. Et il y a le retour de bâton pour les célébrités. Une action collective a été lancée à Londres contre les footballeurs qui ont prêté leur image. L'histoire n'est pas finie. Une saga qui rappelle une leçon intemporelle. Si une offre semble trop belle pour être vraie... Elle est fausse. Voilà. Sans aucune exception. Absolument. Allez, après cette douche froide, on passe au marché. Qui, eux, semblent vivre dans un monde parallèle et plutôt euphorique. Du moins en Europe. Oui. Le CAC 40 a touché un record historique à 8 314 points, en hausse de 2,68% sur la semaine. Pendant ce temps, Wall Street fait du surplace. Oui, et la newsletter apporte une nuance amusante et importante à ce record. Ah ouais ? Sur l'ensemble de l'année 2025, notre CAC 40, avec ses plus 12%, est en fait la moins bonne performance des grandes places européennes. C'est vrai, ouais. Le DAX allemand est à plus 20% et l'indice italien caracole à plus 42%. L'auteur le qualifie de « cancre de l'Europe ». Le cancre de l'Europe qui bat son record historique. On a connu pire comme monnaie d'âne. C'est sûr. Ouais, ailleurs, l'ambiance est moins festive. Le Bitcoin, par exemple, a décroché. Il est passé sous les 100 000 $ avec une baisse de plus de 6% sur la semaine. C'est une chute notable. Et si on relie ces différents points, on voit une tendance de fond se dessiner. Laquelle ? D'abord, il y a une claire rotation des capitaux, des États-Unis vers l'Europe. D'accord.
L'incertitude américaine, le shutdown, la Fed qui hésite, les valorisations stratosphériques de la tech, eh bien ça pousse les investisseurs à chercher des actifs jugés moins chers en Europe. C'est un mouvement de balancier assez classique. Un retour en grâce de la vieille Europe, donc. Pour l'instant, oui. L'autre dynamique frappante, c'est la confrontation entre l'or et le Bitcoin. Ah oui. Pendant que le Bitcoin souffre de sorties massives des fonds ETF institutionnels, C'est le signal que les gros portefeuilles, les pros, retirent leurs billes. exactement, on parle de 3,4 milliards de dollars depuis octobre, et en parallèle, l'or, lui, atteint un pic à 4 087 $ l'once. L'actif refuge ancien surclasse totalement le nouveau. Signe d'une quête de sécurité. Tout à fait. C'est un récit qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et dans ce tableau, il y a ce que la newsletter appelle la grande revanche du luxe français. Ah, le luxe. Kering qui prend 49% en 3 mois, LVMH plus 42%. C'est spectaculaire. On les disait en difficulté, est-ce que c'est juste le marché chinois qui se réveille ou il y a autre chose? C'est un cocktail de 3 facteurs. Il y a bien sûr le réveil de la consommation chinoise, qui est un moteur essentiel. Il y a aussi le succès de certaines collections qui rassurent. Mais le troisième point, c'est une simple question de valorisation. Après avoir été boudées, ces actions sont redevenues attractives. Comme le souligne l'auteur, payer 17 fois les bénéfices pour un leader mondial comme LVMH, ça semble soudain plus raisonnable que de payer 100 fois les bénéfices pour certaines valeurs tech américaines. Tout ça se tient. Mais on sent bien qu'il y a un grain de sable qui pourrait tout enrayer. Le grand arbitre. La Réserve fédérale américaine, la Fed. On dirait qu'elle veut gâcher la fête. Disons qu'elle navigue complètement à vue depuis la fin du shutdown. C'est le point d'incertitude majeur, ça. Totalement. La Fed hésite à baisser ses taux en décembre, ce qui est un revirement complet. Il y a un mois à peine, les marchés pariaient à 95% sur une baisse. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, cette probabilité est tombée à 52%. On est passé d'une quasi-certitude à du pile ou face. Et les marchés détestent ça. Et cette hésitation soudaine, elle vient d'où? Du manque de données à cause du shutdown ou d'une peur que l'inflation ne soit pas maîtrisée? C'est un mélange des deux. L'inflation reste au-dessus de leur cible, et surtout après 43 jours sans statistiques officielles. Ils sont aveugles. Voilà, ils sont littéralement aveugles. Ils n'ont aucune idée de l'état réel de l'économie. Dans le doute, la prudence l'emporte, et ils préfèrent attendre. Ce brouillard, c'est ce qui crée toute la nervosité actuelle. Et c'est précisément dans ce genre d'environnement qu'on a besoin d'une stratégie solide. Justement, la newsletter envoie des articles de fond qui proposent des pistes. Oui. La première, c'est une philosophie de trading assez singulière. L'analyse technique systémique, l'ATS. C'est une approche qui sort des sentiers battus. L'idée de l'auteur est de s'inspirer des cycles d'autorégulation qu'on trouve dans la nature. Comment ça sonne? Il compare les marchés à un écosystème où les populations de prédateurs et de proies s'équilibrent, ou même à la manière dont notre corps maintient sa température. Le postulat, c'est que les marchés ne sont pas chaotiques, mais qu'ils suivent des cycles, des rythmes. C'est une très belle image, celle de l'orchestre symphonique qu'il utilise dans l'article pour décrire la stratégie multi-time frame. Exactement. Chaque échelle de temps est un instrument. Le journalier serait les violons, le mensuel, les contrebasses. Mais concrètement, comment on évite de se noyer dans le bruit de tous ces instruments? C'est une excellente question. L'idée n'est pas d'écouter tout le monde en même temps, mais de comprendre la hiérarchie. La contrebasse, donc l'unité de temps mensuelle, donne la tendance de fond. La structure du morceau. C'est ça. Si elle joue une mélodie haussière, les violons, en journalier, peuvent avoir des moments de frénésie baissière, mais ils finiront probablement par se réaligner. D'accord. Donc, analyser sur plusieurs échelles de temps, c'est chercher l'harmonie ou au contraire la dissonance pour mieux évaluer la solidité d'un mouvement. Ok, ça c'est pour une approche assez active du marché. Mais pour quelqu'un qui démarre ou qui veut y passer moins de temps, la newsletter aborde la question fondamentale. ETF ou action individuelle? Le grand débat. Toujours. D'un côté, les ETF, ces fonds qui répliquent un indice, ils offrent une diversification immédiate, une gestion passive, des frais très bas. C'est la voie de la simplicité et de la tranquillité d'esprit. Et de l'autre? De l'autre, les actions en direct. Potentiel de gain supérieur si on vise juste, contrôle total, pas de frais de gestion. Et ce que l'article met en avant, c'est que la plupart des débutants voient ça comme un choix binaire. Une équipe contre une autre, oui. Or, la vraie bonne idée, ce n'est pas de choisir son camp. Exactement. La solution la plus élégante est une stratégie hybride, l'approche du noyau satellitaire. Le noyau satellitaire? Qu'est-ce que c'est? Le concept est simple. Le noyau du portefeuille, disons 80%, est constitué d'ETF très larges, comme un ETF sur l'indice mondial.
C'est votre base solide, diversifiée, qui capte la croissance globale. Et les satellites? Les satellites, les 20% restants, ce sont quelques actions individuelles qu'on choisit avec soin pour leur fort potentiel. Une entreprise techno-innovante, une société dans un secteur de niche? Ce genre de choses. C'est précisément ça. Ça satisfait l'envie de battre le marché et de s'impliquer, tout en protégeant l'essentiel du capital grâce au noyau. Donc l'idée, ce n'est pas un simple compromis. C'est de dire qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes. La discipline un peu ennuyeuse mais efficace du noyau et le plaisir de la chasse au trésor avec les satellites. C'est tout à fait ça. Mais le risque, n'est-ce pas de passer tout son temps sur ces satellites en oubliant la fusée principale? De se laisser griser par la partie la plus spéculative. C'est le piège à éviter, bien sûr. Ça demande de la discipline. Il faut s'en tenir à l'allocation décidée, 80-20 par exemple, et ne pas laisser les satellites prendre le dessus. D'accord. Mais bien utilisée, cette stratégie permet non seulement d'équilibrer sécurité et performance, mais aussi de rester curieux et d'apprendre continuellement sans mettre en péril ses objectifs à long terme. C'est très clair. Si on résume les points clés à retenir de cette analyse, premièrement, une vigilance extrême face à des arnaques comme Omega Pro. Des machines de guerre psychologique. C'est ça. Deuxièmement, les marchés vivent une période de rééquilibrage. Oui, les capitaux bougent des États-Unis vers l'Europe et des actifs comme le Bitcoin vers des valeurs refuges plus traditionnelles comme l'or ou le luxe. C'est un signe de nervosité. Et enfin, pour l'investisseur particulier, des stratégies intelligentes comme l'approche noyau satellitaire permettent de construire un portefeuille sur mesure pour naviguer dans ce brouillard. En combinant la robustesse des ETF et le potentiel des actions. Exactement. Pour finir, j'aimerais revenir sur une citation de l'investisseur John Templeton que l'auteur mentionne. Il disait « Les 4 mots les plus chers de la langue anglaise sont « cette fois, c'est différent ». Une phrase qui résonne particulièrement fort aujourd'hui. En effet. C'est une invitation à l'humilité, que ce soit face à quelqu'un qui promet un rendement de 300% avec une nouvelle technologie ou face à une euphorie boursière qui sait croire que les règles ont changé. L'histoire a tendance à se répéter. Ou au moins à rimer. Garder cette phrase en tête, c'est peut-être le meilleur garde-fou contre les deux grands périls de l'investissement, la cupidité et l'excès de confiance.